Bon alors, dis-moi avant de manger le micro, quel est ton tipeur préféré? Non, j'avoue, elle est un peu nulle cette question. Je sais pas vraiment. Je ne les connais même pas, enfin certains, mais bon. Je dirais Stéphane. Au moins, c'est celui qui a le pseudo le moins chelou, quoi. Ouais, c'est sûr que par rapport à Carotte, enfin bon, sans commentaire. Enfin, pourquoi pas Monsieur Patate aussi, franchement. Encore pire. Et le Pouillou. Où est-ce qu'il est allé chercher celui-là? Entre le Pouilleux et Toutou YouTube. Ouais, encore que si ça se trouve Stéphane, hein, que t'aimes bien, c'est tellement peu original qu'en réalité c'est Ginette qui s'appelle. Hein, t'imagines? Stéphane Ginette. Oui, Claire. Puis les autres aussi, Cheval. C'est le prénom Jeanne en irlandais. Mais c'est surtout le nom de l'héroïne de la complainte des Landes perdues. J'ai toujours dit Siobhan d'ailleurs. Ouais, bah, il y en a qui se la pètent un petit peu, quoi. Et Warloff, non? C'est pas le chien de guerre, celui-là? Le chien qui aboie pendant la guerre. Ouais, et Todd c'est le pompon. Alors là, franchement, le mec il se prend carrément pour un dieu égyptien. Et pas n'importe lequel, hein. Le dieu de l'écriture et de la science, le protecteur des scribes. Rien que ça, hein. Genre je me la pète, quoi. Juste les gars, pour vous signaler, en fait, les micros sont ouverts. Ah, en fait, la femme qui fait la vaisselle, les micros sont ouverts. Merci. Merci à tous les tipeurs et leurs super pseudos. Ouais, bon, en fait, on vous l'avoue, on est jaloux, quoi. Ouais, c'est vrai que de notre côté, c'est pas mieux, hein. Franchement, Ti et Thio. Hein, Quelle originalité. Alors ceux-là, on les confond, alors qu'en vrai, leurs vrais prénoms sont carrément différents. Alors franchement, vous auriez pu choisir autre chose, On les les gars. confond physiquement aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, en Ça, plus. c'est vrai, ouais. Pied, franchement, pied. Hein, on va tous les faire. Hein. Quel pied? Tu pues des pieds. Voilà. En plus, il y en a qui sont vrais dans le lot. Hein. Chercher l'erreur. Et c'est nul, quoi. L'archiviste, tu parles d'un pseudo qui pue la poussière et la moisissure, justement. Hein. Bon, en plus, il donne des sous pour qu'on puisse... Enfin, si au moins il donnait des sous pour qu'on puisse lire plus de BD, dire des conneries dans un micro. Non, mais franchement, les tipeurs, vous êtes vraiment trop généreux, quoi. Ouais, enfin, trop généreux. Avec un peu plus de tipeurs, on lirait plus de BD et surtout, on aurait un peu du meilleur matos, voire même des cadreurs, un studio, une régie. Des scripts, quoi. Des gens à la technique qui s'y connaissent un peu. Qui écrivent des vrais textes. C'est ça. Bref, merci à tous de votre participation sur Tipeee. Merci de nous écouter et de nous supporter. Surtout, parce que ça doit être dur quand même. Il y a des soirs, à mon avis, vous devez être un peu déprimés, quoi. Merci de nous soutenir et vive Carotte, Chavonne, El Pouillou, Warloff, Todd et Stéphane. Pardon. C'est Ginette. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui change toute la technique. Coucou les gens, bienvenue, ça me fait trop bizarre parce que là je vois juste le stream donc avec un léger lag. D'habitude c'est moi qui tiens la technique, mais là je l'ai cédé à celui qui a du courage. Vous sentez cette crispation dans la voix? À qui je fais une certaine confiance parce que je suis un peu un contrôle fric et j'ai un peu refilé le taf à Thio. Merci Thio. Est-ce que tu pourrais t'éloigner un peu du micro, s'il te plaît, parce que Oui, tu bien satures sûr. un petit Oui, peu. d'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y, venge-toi. À Thio, bon, qui a foiré l'intro, mais ça arrive un peu. Hein, Ah ouais, alors la notion de renforcement positif. Mais quelque part, tu ne peux que mieux faire et il faut le saluer. Tizak est à côté de moi pour me soutenir dans la pourriture et détruire les gens en quatre. Salut Tiz. Ah d'ailleurs, on va faire ça ce soir. Ouais, bonsoir les gens. Coucou, salut, bonne émission. Jérôme est aussi avec nous, notre ami archiviste. Salut. Jérôme. Alors attention, je tiens à souligner quand même que c'est son avant-dernière émission avec nous. Ouais. C'est ça. Bientôt la fin, bientôt la quille. C'est ça. Ah. Voilà. Evelyne est avec nous et vous n'entendrez que son rire et son bruit quand on fait la vaisselle. Car c'est à ça que voilà. On fait Rien pas de exprès, misogyne là-dedans, voilà, c'est rien une de simple misogyne, réalité. C'est une simple réalité. Jérôme, à qui on doit faire un t-shirt où je vois un défaut d'impression, donc j'ai les boules parce qu'ils l'ont planté. Non, la voix des boules. Ouais, il y a une erreur d'impression. La voix des boules, Voilà. quoi. Non, c'est bon, c'est ça, c'est bien écrit. Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée. Nous allons commencer par une rubrique crowdfunding que Thio va gérer à la technique et Ça va être dantesque. Et il a l'air fin prêt. voilà. On va enchaîner avec des chroniques de La Fabrique pornographique, de Concerto pour main gauche, de
Attends, excuse-moi. Aucun lien entre les deux. Félicitations pour l'enchaînement, Pierrick. Bolshoi Arena numéro 1, Télémac le tome 1, Sunken Rock en édition de luxe les tomes 1 et 2, Harmony le tome 4 qui commence un nouveau cycle, et un petit express sur Invincible 23 parce qu'on approche de la fin, alors on va essayer de parler vite fait. Ouais, pas trop quand même, parce qu'on l'a passé. Et je crois qu'on peut tout de suite commencer par Ouais, non, mais alors par contre, online. non, par contre, voilà, il y a des gens qui commencent à me piquer mes feuilles au fur et à mesure, ça va être chaud. On va pas s'en sortir. T'en avais imprimé pour Evelyne? Ouais, enfin, les imprimer, c'est pas grave. On sait pas les- Allez les gars, on est parti. Ah, et ce soir, on va partir quand même sur du très très gros niveau. On va vous parler d'une sorte de finesse intersidérale, d'une finesse spatiale, quoi, le capitaine Zorg. Ça a été un petit peu le vaisseau de la discorde. Je vous rappelle que ça a été une moitié de la table était conquise, mais vraiment à fond dans les testicules du capitaine Zorg qui brille la nuit, qui font un petit peu boule à facettes aussi en période disco, et une autre moitié de la table qui était là en disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde Oui, c'est ça, c'était l'esprit. T'as vu, et je crois que t'avais même le visage. toi, Ouais, pareil. tu as bien retranscrit l'esprit. Voilà. Et bien, vous savez quoi? Ils font un tome 2. Et j'ai déjà donné des sous. T'as déjà baqué, c'est quoi? Ouais. Et... Ouais, mais tu sais pas ce qui est de bon goût, Thierry. C'est tout. Voilà. Ben donc, du coup, c'est délicieux. donc, du coup, c'est un... ouais. Ouais, ça va Donc, bien on est arriver. chez Ulule. Ce sera donc un 130 pages. Le livre sera 22 €. Si vous avez déjà le tome 1, pour 25 €, vous avez le deuxième tome, le coffret, pour ranger le tome 1 avec son petit copain, pour faire un joli duo. Non, mais du coup, ça cale mieux le meuble avec 2 livres. Non, mais ce sera très bien, tu verras. Le contrôle fric. Non, Ah, parce que j'adore. tu les as pas mis. Ah, Ça y est, non, voilà, excusez-moi, c'est parce que il du a coup- tenu. Ah, vas-y, Mathieu, au compteur, on en est à combien? 3 minutes? C'est ça, voilà, parce qu'en fait, j'ai pas fait la transition. J'ai pas fait la transition vidéo, j'ai fait celle audio, je suis désolé. Je suis désolé, Il a excusez-moi. tenu 3 minutes sans venir toucher les platines. Mais On comme- dirait David Guetta en manque au fin fond de placard dans le Sahara, quoi. voilà. Dis-moi des platines. Bah, donc du coup, allez-y, baquez Captain Zorg tome 2. Enfin, Nous, on trouve que c'est du si vous voulez. Hein. Ensuite, je vais vous parler donc du réseau art. Alors du coup, j'ai demandé à monsieur Touchatou, le réseau art, c'est quoi au fait? Réseau Arts, c'est une entreprise qui a plusieurs sites, dont Le Comics Blog, qui est le- leur premier, ce qui les a fait un peu connaître. 9e Art, un site sur l'actualité de la bande dessinée, et Sci-Fi, Sci-Fi, je sais Sci pas. Fantasy. Sci-Fantasy, voilà, celui que je fréquente le moins, j'avoue. Et qui donc ont une approche assez geek, assez ouverte, qui nous retransmettent toute l'actualité dans ces sujets. Juste Isaac qui est en train de faire des prises de karaté au moustique, c'est cool. Non, et puis là, il y a Twitch qui me propose d'acheter des bits et ça le perturbe. Et donc du coup, donc le réseau art, C'est vrai que le cours de la bite en ce moment est assez bas. essaye de justement de faire peau neuve. Non, ça va. Donc du coup, vous pouvez leur donner des sous pour qu'ils modernisent leur site. Je suis d'accord que c'est pas de la bande dessinée à proprement parler, Là, sur 2 sites sur 3 quand même. Hein. mais voilà, mais c'est un des sites, on va dire, que je suis et que alors je lis pas tous les jours certes, mais quand un article, le titre me convient bien, du coup je vais souvent les lire. Je dois en lire au moins 1 ou 2 par semaine. Franchement, allez-y. C'est pour soutenir un petit peu notre côté. Excusez-moi, j'essaie de meubler en même temps que je fais des tab. Voilà. Pas mal. C'est pas évident. Hein. Mais Tu non. peux même naviguer dedans et tout. Et parce qu'en fait, maintenant, nous allons passer à la première chronique. Déjà, bon, déjà, merde. Et ouais. oui, déjà, les enfants. Et oui, je vous ai dit que c'était court. Ouais. Oulala, oulala, Bah, alors oulala. lance le jingle des chroniques. Jingle chronique. La fabrique pornographique, une bande dessinée de Lisa Mandel. Lisa Mandel avait lancé une collection avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom malheureusement. C'est une collection qui s'intéresse à la sociologie. En gros, ils ont travaillé avec des thésards, principalement des chercheurs, sur des sujets de sociologie pour les mettre en image et essayer de les rendre intéressants. Et quoi de mieux pour lancer une collection, parce que c'était un moment, hein, on est à la bourre, je l'avoue, que de parler de cul. La fabrique pornographique, en gros, prend un scénar un peu imaginaire d'un vigile qui adore une actrice porno, qui a un salon de l'érotisme, la rencontre, et lui dit « Ah, j'adorerais travailler avec vous ». Et elle lui dit « Ah bah,
on a un tournage là, débarque. Non, d'abord, elle lui dit, est-ce que t'as une grosse bite? Oui. Lui, il c'est vrai. dit oui, et il dit, voilà, tu peux C'est venir. là, c'est là qu'on retrouve quand même la précision de l'archiviste. Quand même. Quand même, Pointu, il fallait le dire. pointu. Voilà, C'est basé sur des faits scientifiques, hein, comme bouquin, je le précise. Et donc, on va un peu suivre, à partir de ce point de vue-là, les états d'âme que peut avoir un acteur ou une actrice dans le porno. Comment est-ce que il gère le fait d'avoir cette activité un peu particulière, oui, c'est un peu particulière, et tout ça avec une sorte de détachement assez humoristique, je trouve, de la part de Lisa Mandel, qui colle un peu avec le côté scientifique. Ça reste quelque chose de très technique. Il y a du cul, mais c'est pas pour faire fantasmer, c'est pour expliquer les choses, ou pour faire rire. C'est une sorte d'état des lieux de qu'est-ce que la vie d'acteur porno, ou actrice, voire même réalisateur, puisqu'il s'intéresse aussi au réal. Et scénariste. Et scénariste. Voilà. Oui. Je trouvais ça plutôt bien foutu, plutôt intéressant, mais surtout très drôle. Moi, j'aime beaucoup l'humour de Lisa Mandel. Et j'ai passé un très bon moment en lisant cet album. D'un point de vue du dessin, on est sur quelque chose de très lâché, on est sur un dessin simple, qui va vraiment se concentrer sur les personnages, sur les tronches, sur l'humour, qui cherche l'efficacité et pas le super réalisme. Pour le coup, pour le côté érotique, c'est pas le dessin le plus efficace du monde, et ça tombe bien, c'est pas le propos du bouquin. Et voilà, moi j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Les amis. Petite déception de Tisa que j'ai senti sur le dessin. Non, c'est qu'effectivement, ça ne fait pas du tout fantasmer, bander ou ce que tu veux. Donc effectivement, voilà, ça, c'est pour reprendre un petit peu ce que tu disais, c'est un petit peu froid, effectivement, ou neutre. Après, c'est chacun qui mettra l'adjectif qu'il veut. Mais il y a ce côté effectivement très détaché par rapport au sujet qui évite effectivement de virer dans le graveleux ou dans le pseudo-fantasmagorique, et qui effectivement reste relativement fidèle sur les faits, sur les informations, à l'enquête de Mathieu Trachman, je sais pas comment est-ce qu'on dit, c'était une véritable enquête socio qu'il avait faite, qui datait de 2013 et qui sert de base à l'illustration de Lisa Mandel, à la scénarisation de Lisa Mandel. Voilà. Donc effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, quant au contenu, je ne sais pas si c'est parce que l'enquête est plus datée, que depuis, il y a eu je ne sais pas combien de reportages télé, radio ou autres sur le sujet. J'ai pas la sensation que les informations apportées soient d'une réelle nouveauté. Après, ça peut effectivement peut-être éclairer la lanterne, et quand c'est le cas de quelqu'un qui ne s'y connaît pas, peut-être d'alerter des mecs ou des nanas qui pourraient être tentés par l'aventure et les informer. Quand je dis alerter, c'est les informer, parce qu'encore une fois, ça reste relativement neutre dans le traitement. Et donc voilà, ça reste relativement complet. Moi, je garde une petite anecdote en mémoire quant au statut de l'acteur porno, où j'ai trouvé ça absolument génial, ouais. Et où, sous la pression des acteurs classiques, conventionnels, le terme d'acteur n'était pas validé, et ils voulaient qu'il y ait un autre statut. Pas un statut d'intermittent non plus. Non. Ils ont commencé dans les années 70 en tant que cascadeur. Voilà, l'anecdote m'a énormément fait rire. Quelque part, ils prennent des risques. Ils prennent des risques, clairement. Il faut sauter dans le cerceau qui est pas très très large. Je veux dire, c'est pas évident toujours, quoi. Non, c'est empirique pour les images, merci. JJ, tu l'as lu ? Ouais. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Très clairement, il faut pas l'acheter pour se faire une petite branlette dans les chiottes, hein, les gars, c'est pas la peine. Donc, mais on parle de la fabrique pornographique. Excuse-moi, juste une question. C'est à quel endroit que j'envoie sur Twitch le truc parole explicite carré blanc, moins 18. Je crois qu'il fallait le faire avant. Mais... Carré rose. Ah ok, voilà. Donc si on est interdit, on saura pourquoi. Voilà, donc clairement c'est pas le but, et effectivement. Pourtant, ça marche. Pardon. Non, non, c'est pas très excitant, très non, clairement. Du tout, ouais. Par contre, c'est effectivement assez intéressant. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est les salaires. On parle jamais de salaire en France. C'est tabou, et je trouve que c'est une connerie que ce soit tabou d'ailleurs. Si, on en parle beaucoup en ce moment, pas assez. Mais, je suis d'accord, on n'en parle pas assez. Non, on dit pas assez, c'est dit des salaires. Et là, il parle même des salaires en sachant, en indiquant combien gagne une actrice, un acteur porno, parce qu'ils ne gagnent pas du tout la même chose. Et aussi le rapport à la retraite.
que fait une actrice porno quand elle est à la retraite à 27 ans, et également À Pôle emploi, comme tout le monde. et également une parenthèse sur la prostitution que je trouve très intéressant. Ouais. Voilà, donc il y a des aspects comme ça qui sont vraiment bien. Maintenant, c'est sûr que le monde du porno est un monde qui attire, qui excite, qui est porteur de fantasmes, de tout un tas de choses. Donc voilà, c'est un peu racoleur comme titre, mais c'est bien fait. Thio. Moi, je trouvais que c'était j'aurais du mal à rajouter plus de choses que je vous ai quand même déjà bien développé, on va dire, pour essayer de peser mes mots. Moi, je trouve que c'est quand même très clinique. On est vraiment dans le constat, dans le factuel, quoi. C'est les tarifs, c'est la quantité, c'est le menu, quoi. C'est le menu avec les options. Clinique Le gars qui en un mot ou en deux? Le gars qui commence à avoir du mal Je à te remercie. Je te remercie. Avec plaisir. Tu vas nous manquer. à performer parce qu'il se pose des questions des éclairages, de la technique. C'est ça, l'éclairage. On est bon sur l'éclairage. Excuse-moi, tu peux te mettre sur la face. Non, je suis en train de tomber. Ah, t'inquiète pas, apporte un chariot, tiens, et puis toi, tu lui cales le truc. Ok, merci. C'est ça. Et voilà. C'est glamour, c'est classe, c'est excitant. Quoi. Mais après, c'est vrai que sur les petits soucis qu'il y a justement donc sur la prostitution, tout ça, c'est vraiment des sujets qui sont à peine effleurés. Il n'y a pas de... C'est un constat, mais je trouve qu'il y a un constat qui reste vraiment en surface. Après, comme tu dis, ça date un peu aussi, hein, donc peut-être que maintenant on peut trouver d'autres choses. Mais bon. Par contre, c'est bien fait. Je trouve ça assez concis. Ça s'étale pas pendant des pages et des pages justement pour faire un côté racoleur. C'est pas chapitré pour autant, on n'a pas l'impression de lire un sommaire. Donc voilà, là, pour le coup, je trouve que la scénarisation prévue par Lisa Mandel fonctionne et reste assez fluide quant aux informations qu'ils veulent nous distiller tout au long du bouquin. Eh bien, on passe à la suite. On passe à la suite. On va changer radicalement, même si ça s'appelle donc Concerto pour main gauche, on change radicalement de ton, de milieu et de culture. On a un bouquin en noir et blanc qui est intitulé donc Concerto pour main gauche, réalisé par Yann Damezin, et qui s'inspire relativement proche de la vérité, de la réalité, de la vie du pianiste autrichien Paul Wittgenstein. Qui a perdu un bras, donc du coup concerto pour main gauche, durant la Première Guerre mondiale, mais qui a quand même voulu absolument poursuivre sa carrière. Le piano était pour lui vraiment une extension de lui-même et un moyen de rester en communication avec le reste du monde. Et perte du bras ou pas perte du bras, il a quand même voulu poursuivre cette carrière, donc il a fallu que des œuvres soient écrites pour cette infirmité, pour qu'il puisse continuer à jouer de façon virtuose. Chose qu'il a pu continuer à faire. Et donc c'est la vie de ce de ce grand homme de la musique qui nous est raconté ici. C'est assez introspectif, ça nous parle de lui, de ses états d'âme, ça nous parle de sa famille, d'où il vient, des conditions liées à la guerre, liées à l'exil, liées au changement de statut social également, puisqu'il était d'une famille extrêmement aisée. Et il n'avait jamais réfléchi au fait de devoir compter, il n'avait jamais pensé devoir fonctionner sans avoir X et X serviteurs autour de lui pour subvenir à toutes ses envies, tous ses besoins. Et puis il a grandi quand même dans une famille assez particulière, entouré de sœurs, d'un père absolument abominable et tyrannique, d'une mère en pleurs permanents. Et la seule façon que ses parents avaient de communiquer était justement le piano. Donc, encore une fois, on en revient à cette espèce de regard introspectif par rapport au piano, qui est donc un outil musical, artistique, mais aussi un outil de thérapie, et pour rester en contact avec les autres, parce qu'il était quand même assez dur et assez solitaire lui aussi, notamment en lien avec son infirmité, qui l'a rendu quand même assez agressif. Graphiquement, on est sur un bouquin en noir et blanc, extrêmement riche, extrêmement détaillé, extrêmement onirique. C'est une énorme claque, je trouve. C'est extrême quand même. C'est extrême. Il est allé au-delà du truc, quoi. Au-delà de tout. C'est un peu le Ushuaïa de la BD, quoi. Le Ushuaïa. Ushuaïa. Le Ushuaïa de la BD. Hachamouchou, Hachameneu. Afanafa. Bref, donc graphiquement, vous l'aurez compris, c'est juste énorme. Et c'est gros, c'est très gros, c'est énorme. On a changé de BD. Ah pardon, on a changé de excusez-moi. bande dessinée. Je me réveille.
Et au niveau du scénario, il y a des changements de rythme, mais là aussi, si on devait revenir à la BD précédente, on est sur un traitement relativement clinique aussi des émotions. Et je trouve que ça colle bien la personnalité du protagoniste principal, qui est presque une forme de sociopathe, quoi. Il a un relationnel aux autres et à la vie et aux gens qui l'entourent extrêmement compliqué, extrêmement froid. Il a du mal à se lier, sans dire qu'il a un regard méprisant, mais il voit quand même très souvent les faiblesses et les travers des gens autour de lui. Et il a du mal à rentrer en communication, à leur faire confiance. Alors je pense que le contexte de la guerre et de la perte du bras n'y est pas pour rien. Mais voilà, c'est quand même très compliqué. Et donc il doit lutter toute sa vie durant avec ses démons. Ah ben voilà. Tiens, alors ça, franchement, des gens qui versent à côté de la table de mix, à une certaine époque, Pierrick, je pense, aurait... Je sais pas. Il est à l'autre bout de la table. Il est rouge, il est violet, il est vert. Vous manquez peut-être un peu de couleur sur les caméras, mais je peux vous garantir que là, il est en train d'arracher la couverture d'un livre, hein, parce qu'il Mais sinon, en fait, peut revenir sur la BD. T'en as pensé à quoi, toi, de Concerto pour main gauche? Tu vois, c'est toi qui... Je rejoins beaucoup Thierry sur ce côté très froid au niveau de la narration. C'est très... Il n'y a pas de rythme, en fait, je trouve, dans ce bouquin. C'est... Pour vous, c'est une sorte de litanie. Et pour un truc qui parle de musique, ce manque de rythme, je trouve ça un peu étrange. Je te rappelle, j'ai trouvé la méga explication. Le truc de ouf. Attends, je finis et je te laisse y aller sur l'explication de l'avant. Au niveau graphique, alors, tu disais que c'était un noir et blanc très travaillé, qu'il y avait beaucoup dans l'onirisme. Ça fait beaucoup penser au travail de David May ou de Zena Abirachid, et je prononce mal parce que je n'ai pas assez lu de bouquin d'elle. Vas-y, tu peux corriger, je suis sûr, Jérôme. Zena Abirached. Merci, j'y étais presque. Voilà, donc si vous aimez ce côté graphique-là, ça marche très bien. C'est bourré de symboles, ouais, c'est du symbolisme dans tous les sens, avec un noir et blanc très tranché, très efficace. C'est beau, mais il y a vraiment ce côté très plat, ce manque de rythme, qui fait qu'il y a des moments où je me disais, ouais, l'histoire est intéressante, mais elle m'attrape pas. Tu vois, quand t'as une musique, une rythmique dans une BD, d'un coup, pouf, tu arrives sur la portée, tu la suis, et t'arrives jusqu'au bout en disant, ah, ça y est, j'ai fini la BD. Et là, tout du long, j'avais un regard extérieur sur la BD. Je suis à aucun moment rentré dedans, alors que c'est une histoire intéressante. Jérôme. Alors, moi, je pense qu'il faut laisser vivre cet artiste et son style graphique par lui-même. Et moi, je le comparais ni à Zena Abirached, ni à David Bay, ni à Marjane Satrapi, par exemple. C'était une parenté d'inspiration, hein, parce qu'il y a quand même... Voilà. Oui, bon, voilà. Après, c'est vrai qu'on a vite tendance à faire ce type de raccourci, excuse-moi Pied, mais bon, que je comprends tout à fait, parce que je l'ai aussi beaucoup fait. Je trouve qu'on est vraiment dans un dessin extrêmement fouillé, extrêmement détaillé, qui pour du dessin en noir et blanc rend très très bien, et il faut prendre son temps pour lire cet album. Maintenant, l'histoire est intéressante. Le fait que ce soit une histoire vraie, ça rajoute indéniablement quelque chose. Je pense qu'il faut quand même s'intéresser un peu à la musique, pour être tout à fait honnête. Moi, je suis un peu comme Pied, j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Je regrette pas de l'avoir lu, on passe un bon moment, on découvre ce personnage qui vit par son piano, qui vit à travers son piano, alors qu'au départ il refuse le piano, parce qu'en fait il est issu d'un milieu où il faut faire du piano, et il le voit comme une contrainte, et il le vit comme une contrainte. Quand il perd sa main droite, pardon, et qu'il peut plus travailler qu'avec sa main gauche, le piano devient un exutoire. Mais donc on a un renversement de situation où à partir d'une contrainte, ça devient sa force. Mais je suis un peu comme Pied, voilà. J'ai eu du mal à rentrer dedans, et sans doute parce que je suis pas assez connaisseur de musique classique, parce que je suis sûr qu'un amateur de musique classique en tirerait 1000 fois plus que ce que nous on a pu en tirer. Mais Mathieu, qui est amateur d'opéra, va nous faire sa théorie.
c'est une théorie, mais je suis pas du tout pianiste. Mais il me semble en fait que on m'a toujours dit qu'il y a une main qui joue la mélodie et l'autre, grosso modo, qui va jouer les accords. Donc, s'il n'a plus que sa main gauche, il n'a plus en fait la main qui joue la mélodie. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça en fait que tu as quelque chose qui manque de, tu vois, de lien, parce que t'as pas les accords qui vont venir justement lier tout ça. Yann Damezin, si tu nous entends, Voilà. n'hésite pas à venir commenter cette Si un remarque. musicien écoute cette remarque, il peut la valider. Et peut-être qu'il peut aussi juste me brûler sur un bûcher. C'est n'importe quoi. Mais c'est possible, mais j'en sais rien. Mais c'est une Non, théorie mais c'est vrai qu'on intéressante. a le fond de la rythmique qui est un petit peu manquant sur l'ensemble du bouquin. Maintenant, j'ai trouvé que l'introspection était extrêmement bien faite et le rendu graphique, c'est lui qui donne le rythme. C'est la grande force de l'album. C'est hyper beau, vraiment. C'est pas le texte qui donne le rythme pour le coup. On est emporté par des vagues, on est emporté par des monstres, on est mangé, on est secoué. Et je trouve que le rythme est donné par le dessin, Oui, pas par le texte pour une fois. toutes les métaphores sont montrées de façon vraiment littérale. Donc, tu en prends plein les yeux à ce niveau-là. Ah oui, c'est un album graphiquement extrêmement réussi. Toutes nos félicitations à l'auteur, dont on peut rappeler le nom peut-être. Yann Damezin. Voilà. On peut passer à la suite. Alors moi, je tiens à le souligner quand même. Ah. À titre perso, moi j'aurais mis un petit coup de cœur. Après, je sens que vous êtes carrément moins chaud. Attention, parce que Tu non, vois, en général, rappelle-toi, carrément moins c'était pas chaud. dans la case. Ce n'était pas dans la case. Ouais, mais je quand l'emmerde. je Je sais, vous c'est vois, pour quand faire- je pour vous vois faire parler d'un truc comme nous on en a parlé, en général, je me dis bon, je vais pas proposer le coup de cœur, alors que moi j'ai beaucoup aimé, je passe à la suite, tu vois. Je préfère m'abstenir. Non, mais moi je préfère le dire pour nos téléspectateurs, voilà, parce qu'on est sur TF1 bien sûr. Et voilà, pour dire que Si vous Ne aimez restez- ce qu'aime Thierry, vous Ça a pouvez- ça a fait battre ton cœur à toi. Mais graphiquement, moi je mets un coup de cœur. Mais, si vous mais aimez pas- si mais- vous aimez David B, si vous aimez Kundera, allez-y. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez, vous laissez le reste. Eh bien Jérôme, tu vas nous parler de Bolshoi Arena, de Ouais, Boulet alors- et Hassen. Alors, Bolshoi Arena. Attends, excuse-moi. Il y a aucune connotation sexuelle dans le titre. C'est quoi cette émission? Mais si. Bolshoi. Ah ouais, ok, d'accord. Les danseuses, elles sont souples. Ok. Non, mais t'as pas vu Un poisson nommé Vendin? Oui, mais il y a un petit moment. Alors, Au siècle dernier, en fait, pour être plus précis. Voilà, t'as raté la référence, tant pis pour toi. c'est bon, je peux faire ma chronique ou Oui, je vous vas-y, je t'en emmerde? prie. Non, mais vous me le dites, hein. Les deux. Les deux. Ouais, Tu peux faire ta chronique et nous emmerder. Continue. D'accord. Non, Alors, Bolshoi Arena, le pitch en. Dans le micro, s'il te plaît. Le pitch en 3 minutes. Ah, putain. Non, mais C'est à toi, Putain, c'est à toi de tu le l'as dire. manqué celle-là. C'est à toi de le c'est dire. parce que j'étais un peu comme ça. Voilà. Au début, on comprend pas bien ce qui se passe, mais on comprend finalement au bout d'une vingtaine de pages que nous sommes dans un univers virtuel qui est la Bolshoi Arena. C'est un peu comme ta chronique en fait. Au début, on comprend pas bien où on est. C'est ça, exactement. Mais t'as vu, on n'est pas obligé d'attendre 20 pages. Ça se passe en 4-5 secondes. Et on découvre en fait cet univers virtuel qui draine des millions et des millions de joueurs. On est clairement dans quelque chose de similaire à le dernier film de Spielberg de M'aidez pas surtout les gars. Si. Ready Player One. Ready Player One, voilà, je te remercie. Donc qui draine un univers virtuel mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre cet univers par le regard d'une novice, d'une noob. Noob. Oh, putain. Ah ouais, alors Ok. et là, on a un vrai noob. Ah, putain, Oh, les gars. le noob qui se plante sur le mot nob. J'adore, c'est excellent. Là, c'est un auteur de BD. Ah oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Celle-là, j'avais jamais pensé à la faire. Elle Ok. est magique. Bon, les gars, on s'appelle pas archiviste pour rien. Hein, je vous emmerde. Ah putain, sortez les balais quand il poussière. Je vous emmerde. Swiffer. Tu viens d'être traité de Kevin là sur le chat. Poursuis. Kevin. De quoi De Kevin. De Kevin. Putain, s'il comprend même pas la référence Eh sur oui, les non, mais Kevin, non, mais il joue non, pas, c'est pas un non, gamer. Non, alors pas mieux les gars. Alors allez-y, hein, lâchez-vous hein, sur les références parce que vu que je les comprends pas, vous pouvez y aller. Hein. On fera un cours après. Vas-y, C'est- continue. ok. Enchaîne. C'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est pas gamer sur cette BD. Donc oui, alors très peu gamer on va dire. Et donc cette noob, c'est bon, je suis bien là. C'est bon, tu peux. Yes, Ok. baby. Est accompagnée dans ses premiers pas par une vétéran de cet univers virtuel.
il s'avère que, pour une raison qu'on ignore pour le moment, puisqu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti, elle est extrêmement balèze. Et elle franchit vite les niveaux, elle ose pas mal de trucs, ça marche. Et elle se met vite à dos un certain nombre de joueurs très haut qualifiés, voire de conglomérats, puisque dans cet univers, on peut gagner véritablement de l'argent virtuel. On est dans un monde futuriste proche, vous l'avez compris. On peut aussi dans le vrai monde, mais vas-y, poursuis. Et dans cet univers virtuel, on peut gagner réellement de l'argent. Et donc, il y a des conglomérats qui se créent, qui font de l'exploitation minière, etc., etc., etc. Donc on peut passer de planètes à d'autres, explorer le système spatial, le système solaire, aller sur d'autres planètes. Elle, ce qui l'intéresse aussi, c'est scientifiquement qu'elle fait une thèse sur des planètes extrasolaires. Donc, du coup, ça l'intéresse aussi de voir quelle est l'interprétation dans cet univers virtuel de ces planètes. Donc elle se rend à l'origine pour ça. Voilà, le pitch en 2 minutes. Maintenant, ce que j'en ai pensé. La couverture, pour moi, est une des pires couvertures du monde. Je trouve qu'elle est extrêmement... C'est mieux en première édition. Je trouve qu'elle est extrêmement ratée. Je suis pas du tout, vous l'avez compris, geek. C'est bon, j'ai bien prononcé. Geek. Et je t'emmerde. Un geek, ils disent. Voilà. On aurait pu dire geek. Geek. Et je suis pas spécialement fan des mechas. Or, quand vous regardez la couve de cet album, voilà, il y a un gros mecha en plein milieu. Voilà, oui, vous le voyez bien. Merde. Et deux nénettes. Et honnêtement, ça donne pas envie. Par contre, Mais il y a un renard. ouais, Corgi. mais on découvre un peu plus tard ce que c'est. C'est vrai, c'est le corgi de la reine, j'ai oublié. Par contre, quand on a commencé à lire, moi j'ai pas pu m'en décrocher et j'ai lu l'ensemble de l'album qui fait quand même 200 et quelques pages. Ouais. 164 pages, excusez-moi, d'une traite. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est un peu cousu de fil blanc parce que voilà, cette noob qui se retrouve à être une des meilleures joueuses du monde très très rapidement, c'est un peu louche. On se doute qu'il se passe quelque chose par derrière, mais elle a une approche qui est intéressante, une approche un peu scientifique. Oui, non, mais alors je te rappelle que par derrière c'est moins cher, on l'a déjà fait la dernière fois. C'est pas la peine de le refaire à chaque émission. Il a rien dit. Non, c'est ça. en vidéo, tu l'as pas vu. Moi, je fonctionne par télépathie. C'est ça. Il a des phylactères qui se mettent au-dessus de la tête et comme ça. Et voilà, donc moi, une seule chose, que le tome 2 nous prenne autant que le tome 1. Maintenant, tu peux faire ta blague. Par derrière. Thio. Qu'en ai-je pensé ? Déjà, j'étais surpris de voir un bouquin de Boulet aussi long. Parce que j'étais habitué en fait à chaque fois à ces notes qui sont en fait la retranscription de son. Alors moi j'ai une théorie là-dessus. C'est que comme c'est pas lui qui a dessiné, il peut avoir la flemme à un moment donné de dessiner et du coup il fait plus court. Et demander de faire des trucs spatiaux avec. C'est ça. Alors que là c'est pas lui c'est pas lui qui a dessiné, tu vois. Donc il a laissé libre cours à voilà. Quel enfoiré. T'as vu ? Ça c'est la théorie. Et du coup, il a pu demander des choses que lui n'aurait pas voulu faire en dessin. C'est ça, parce qu'il aurait eu grave la flemme, trop de trucs à faire à gérer à côté. Tout ce qu'il fait, c'est streamer du Minecraft sur Twitch. Alors. Ouais, mais il est à fond depuis des années. Satisfait parce que c'est intéressant, mais c'est vrai que j'ai retrouvé. En plus, j'ai vu Ready Player One il y a juste quelques semaines avant d'avoir lu Bolshoi Arena. J'ai retrouvé quelque chose qui est vraiment, on va dire, dans le même monde. Après, on a le petit bonus l'héroïne qui est un peu hors norme. Il se passe quelque chose. Elle fait un truc étrange. Elle a plus de pouvoir que les autres. Elle va plus vite que les autres. Bon, et là, tu pourrais te dire, bon, ok, c'est juste qu'elle a pas de vie. C'est une no-life et qu'en fait, elle joue toute la nuit, H24, quoi. Non, elle a un mec important. Hein. Oui, ouais. Bon, le mec, il est relégué au rang de... Putain, Pourtant, il est sympa. Alors, je te rappelle... il est hyper sympa. Parce que je te rappelle, en fait, que le mec, il l'attend quand elle est connectée, en fait, c'est ça. Pour qu'elle accepte de sortir, grosso modo. Hein. C'est ça. Bon, ça rappelle quelques années de WoW, ça. Ouais, ça. Ah, les joueurs de WoW, montrez-vous. Wow. Enfin bon. On sort ce soir ? Non, je peux pas, je suis coincé à la maison. J'ai Karazhan. Ah, mais t'es juif ? Non, pas du tout. Karazhan, la nouvelle fête juive. Ouais, alors
graphiquement, c'est joli. La couve, pour moi, est ratée parce que je trouve qu'elle ne t'évoque pas en fait ce que tu vas avoir dans le bouquin. C'est un truc anecdotique qu'elle te sort. Oui, J'aurais voulu quelque chose de plus péchu, quoi. C'est la scène du couloir, mais aucun Non, rapport, mais quoi. honnêtement, le dessin est correct, mais sans plus. Par contre, il n'y a pas de profondeur au dessin parce qu'il n'y a pas de détails en fait dans le dessin. Je pense que vu la pagination, Oui. la rapidité d'exécution On est d'accord. a été une Non, mais primauté sur la. Voilà. alors ça c'est un gros défaut de la production BD actuelle. On est sur une rapidité d'exécution parce qu'il faut rapidement sortir. En termes éditorial, il y a une grosse pression de la part des éditeurs. Il faut sortir rapidement et il n'y a que les dessinateurs qui dessinent vite qui s'en sortent. Oui, non, puis là, c'est surtout qu'il y a une volonté de faire du pavé, un truc type manga C'est ça. au niveau de la publication, Tout à fait. qui demande quand même du taf parce que. Ça globalement- s'appelle du global manga. Ouais, parce que globalement, Global Manga, vis-à-vis du. Oui, il a dit. Vis-à-vis des vaisseaux, de tous les designs, etc., il y a un sacré taf de travail là-dessus. Les personnages sont beaucoup plus jetés, on va dire, mais au niveau méca, graphie, décor, même s'ils sont peu présents, hein, mais il y a quelque chose qui est prégnant dans ce monde, quoi. Mais pour autant, on n'a jamais de doute sur quel personnage est en train de parler, de faire, etc. Donc, contrairement à d'autres bouquins où effectivement il y a eu peut-être un petit coup de rapidité, là c'est fait de façon suffisamment intelligente pour qu'on n'ait aucun doute à la lecture et que justement la lecture reste extrêmement fluide. Je vous rejoins complètement là-dessus. Moi aussi, je l'ai torpillé en 2-2. Mais par contre, vous trouvez pas que la mise en couleur est loupée? Alors, j'ai eu la même sensation que toi, clairement. Puis, Et il s'est puis je passé me quelque suis dit, chose. ben, ça donne un ton. Il y a un choix de palette. Un ton pastel. Ouais, mais il y a un choix qui est fait. Et quelque part, je préfère ça plutôt que des choses beaucoup plus... comme dans Outlife, tu vois, par exemple, où c'était des couleurs extrêmement marquées, un peu vives, un peu acryliques, on va dire, un peu agressives. Là, on est dans vraiment l'inverse. Et finalement, ça marche aussi. Et il y a un petit côté... j'allais te dire jeu vidéo à l'ancienne où il te manque des couleurs et où les couleurs sont pas respectées. T'es sur des bleus ou des violets, des fuchsias, là où c'est pas les couleurs réelles, quoi. Quand tu jouais sur un vieux PC, sur un 386 ou même une vieillerie encore plus ancienne et voilà, tu tournais sur une palette extrêmement encore plus courte, ancien, on quoi. jouait sur du vert et du noir, hein, je te rappelle. Oui, j'ai fait aussi. Pour parler de la couleur, moi je trouve qu'il y a une approche de la couleur qui est très sur l'ambiance, qui est très légère. C'est vraiment des touches de couleur très légères. Et ça me fait penser à l'approche qu'on peut avoir sur Florent Baudou, dans les Freak Squill. De la couleur. Le dessin est moins travaillé, moins détaillé que ce que peut faire Florent Baudou, mais on a la même approche de la couleur. On voit que c'est quelque chose qui est pensé pour le noir et blanc, et que la couleur n'est là que pour rehausser et donner un peu plus de lisibilité sur certains passages. Ça marche bien. Ça m'a pas choqué. Ça crée des tons et des ambiances. Mais c'est vrai que c'est un peu... Je comprends qu'on n'accroche pas du tout. Voilà, je me suis posé la même question que toi. Mais moi je me suis demandé s'il n'aurait pas pu jouer sur les couleurs, parce que clairement, le dessin qui soit simple, qu'il n'y ait pas d'arrière-plan, à la rigueur ça dérange pas, la lecture est fluide, ça pose pas de problème. En tout cas, moi ça m'en a pas posé. Par contre, je me suis demandé s'il pouvait pas jouer sur les couleurs par rapport au changement d'univers. On est dans l'univers virtuel, on est dans l'univers réel. Est-ce qu'on ne peut pas jouer un peu sur les couleurs? Voilà. Là, on est uniformément sur ce ton pastel. C'est une question, hein, c'est tout. Hein. Après, encore une fois, la lecture est fluide. On embraye le bouquin, on s'avale les 163 pages, on n'arrive pas à les lâcher. Ça veut dire que le pari est gagné. 164. Soyons clairs. 64, faut être précis. Pardon. Non, mais il appelle Tu la as raison. dernière, il connaît pas. C'est là qu'ils expliquent tout. Ouais, voilà. C'est un très bon début de série qui fonctionne bien, qui aurait mérité, mais ce qui n'est pas possible dans ce que tu parlais, du côté commercial actuel, d'avoir un dessin plus travaillé, plus... tu vois, tu aurais mis un Renault sur ce genre d'histoire. Bon, ton bouquin, tu aurais eu 3 pages tous les 6 ans, mais ça aurait fait... Voilà. Je crois qu'il y a une sorte de compromis entre la qualité et le commercial qui a été fait, qui est plutôt réussi, parce que justement, on a envie de connaître la suite. Je te dirais que la rapidité, elle va en lien aussi avec le rythme du récit. C'est-à-dire que la personnage principale perd la notion du temps. Elle laisse de côté ses études pendant un temps incertain. Et nous-mêmes, on est un petit peu perdus par rapport à ça. Combien de temps est-ce qu'elle reste connectée? On est un petit peu perdus par rapport à ça. Et je trouve que le relationnel au temps, qui est extrêmement fluide pour nous à la lecture, et où tout passe très vite,
Je pense que c'est en lien aussi avec la volonté et de Boulet et d'Assen d'aller vite et de montrer que on se fait un petit peu avaler, on se fait un petit peu gober. Nous, on l'a vécu. C'est le problème du Meuporg, rappelle-toi. On l'a vécu en tant que joueur de Meuporg, où effectivement... Meuporg. MMORPG. Merci. Et où effectivement, tu commences un truc, tiens, c'est 13h30, et puis tu lèves la tête, putain, c'est 19h15, j'ai pas encore attaqué le... Voilà, tu vois, il y a une indication dans l'album, puisque se passe un an entre le début et la fin de l'album. Voilà, mais tu vois, le relationnel au temps est vraiment très particulier, et tout file très vite, et tu as l'impression que le temps lui échappe à elle aussi. Oui. Juste pour finir, par rapport à ta comparaison avec Ready Player One, je trouve que par rapport à Ready Player One, les clins d'œil sont beaucoup moins forcés. Parce que dans Ready Player One, des fois, t'as l'impression qu'on te dit « regarde, on a mis un clin d'œil. Regarde, là. » C'est ça. T'as pris l'entonnoir et on te l'a fait manger. On a réussi à avoir le budget pour avoir le droit de mettre ce personnage dedans. Ready Player One, ça fait un peu ça. Et aussi... alors, juste pour info, c'est parce que le film ne s'est fait que parce qu'ils ont mis presque, je crois, 10 ans pour avoir toutes les licences. Par contre, l'autre truc par rapport à Ready Player One... Donc c'est pour ça aussi qu'ils voulaient les montrer. Que l'évolution de la réalité virtuelle est beaucoup plus crédible dans Bolshoi Arena que par rapport à Ready Player One. On sent qu'il y a une vraie... c'est quelqu'un qui joue, qui connaît un peu ces mondes-là, qui a participé, et je trouve que cette évolution de ce genre d'univers me semble beaucoup plus crédible que dans Ready Player One, où on est sur une évolution très science-fiction à papa. Joker. Ouais, là, franchement, Joker. j'irais pas du tout dans ton sens, en fait. C'est pas plus vraisemblable, c'est juste que c'est un monde différent. Comme tu vas jouer à WoW ou tu vas jouer à un Elder Scrolls, quoi. Ou tu vas jouer à un Star Wars. Un Star Wars Online, c'est très différent. Enfin, ça m'a semblé mieux tenir la route. Je sais pas, dans la façon dont c'était mené. Ça me semblait plus crédible sur le fonctionnement disons que l'équilibre démographique et sociologique du vrai monde dans Ready Player One me semble un peu tiré par les cheveux pour dire regardez, il y a les pauvres, on les abrutit à les faire jouer. Ce qui n'est pas le cas dans Bolshoi Arena, qui te présente ça plus comme un univers à côté, mais qui correspond à ce que vous avez fait quand vous avez joué à WoW. Oui, mais qui risque de virer comme à la Half-Life, finalement. Moi, je trouve que ça, c'est plus proche d'une vision à la Half-Life, je vais y arriver ce soir, plutôt qu'à la Ready Player One, qui est dans un monde réel beaucoup plus compliqué que le monde réel de Bolshoi. Bref, je pense que... Du coup, vous lui mettez pas de coup de cœur. Non, pas de coup de cœur, pas de battement. Personnellement, j'ai hésité. Et non, c'était une blague. Allez au-delà de la couve, plongez dedans et faites-vous votre avis parce que ça vaut le coup quand même. Dernière info, la couve en première édition était un peu différente et marchait mieux. C'était un calque qui faisait les effets colorés qui étaient posés dessus. Ce qui fait que ça donnait un effet un peu plus classe. J'ai un peu tardé à l'acheter parce que je vais chez mon libraire tous les 6 mois. Donc j'ai raté la première édition qui avait une couve qui donnait vachement plus envie en fait. Voilà, le petit symbole qui est au centre derrière le titre Bolshoi Arena était collé en gros par-dessus. Voilà, ça marchait mieux. On peut passer à la suite. Je te remercie. Et nous allons vous parler de Télémaque. Tu vas nous en parler. Eh oui, mais pour vous parler de Télémaque, forcément, il faut que je vous parle de son père, bien sûr. Et oui, l'ineffable Ulysse. Ulysse, donc, qui est parti, qui a quitté sa femme. Ulysse revient. Exactement, je te remercie. On l'avait tous en tête. Qui a quitté donc sa femme Pénélope et leur enfant Télémaque, qu'il n'a pas encore eu la chance de connaître, ce qui fait que ça n'a aucun rapport avec Ulysse 31, parce qu'il ne voyage pas avec son enfant, parce qu'il n'est pas encore né. Et qui part à la guerre. Et qu'il part à la guerre pour sauver la femme d'un gars, juste parce qu'un autre lui a piqué, parce qu'une déesse était un peu jalouse. Bon, on va pas refaire l'histoire, grosso modo. La Ulysse, mythologie. Voilà. Ulysse est allé faire donc la guerre de Troie. Il y est resté pendant 10 ans. Ils sont relous, ils sont voilà, allez vous faire empapaouter. Donc, oui, maintenant c'est moi le dictateur, les gars. Donc, je disais, il est parti donc pour la guerre de Troie. Il fait celle-ci. On va avoir l'épisode du cheval, bien évidemment. Et bien, on va dire que la légende dit que voilà, la guerre est finie, mais sauf que Ulysse n'est tout. N'importe quoi, ce mage. Donc là, je pense qu'en fait, ils ont tous perdu une oreille. On va avoir un procès au cul. Je te remercie.
Donc Ulysse ne revient toujours pas et forcément on se pose des questions parce que bon. C'est une nouvelle version. Bah oui, mais sauf que Pénélope, entre-temps, si tu veux, elle aimerait bien même retrouver un homme, tu vois. Bon. Ah oui, ça commence à la gratter. Pénélope. Voilà. Sauf qu'il y en a plein qui viennent et que bah non, en fait, elle c'est le chef de sa garde qui l'intéresse. l'arc. Clin d'œil. Oui, enfin, n'empêche que dans le bouquin, dans la BD, Pénélope, elle n'est pas restée dans voilà. son coin. C'est que justement, c'est qu'elle a un peu Voilà. le capitaine de la garde qui la titille de temps en temps. Il fait plus que la titille, je pense. a priori. C'est- Mais Jusqu'à la et guerre. donc forcément, Télémaque, il attend le retour de son père qu'il ne connaît pas et il se dit que on lui a menti, qu'il faut qu'il aille le chercher. Et donc, il s'en va à la recherche. T'as remarqué que avec les BD jeunesse. Ouais, non, mais c'est terrible quoi. Donc, C'est une BD jeunesse, ça. Ah, bravo. de nuit, bravo. donc contre l'avis de sa mère, il va partir et il va donc aller voir. Il va aller à Pylos pour interroger donc Nestor, qui était un ami d'Ulysse, et savoir justement s'il sait où est son père. Voilà, c'est pour le pitch de départ. Mais je du vous coup, remercie. il le sait ou pas? Donc au scénario, on a Kit Toussaint, au dessin, on a Kenny Reese, pardon. Kenny Reeves. Et c'est parce qu'avec Marvel, ils veulent le mettre partout et du coup, je suis perturbé en fait. Et noiré aux couleurs. Donc on a donc justement une aventure qui est assez originale, je pense qu'on est du côté de Télémaque et plus du côté de l'Odyssée d'Ulysse. L'album est quand même, je trouve, très rythmé, assez drôle. On a un Télémaque qui va avoir un peu le rôle du naïf, quoi, le bourrin, le fonceur, qui est capable de faire les pires conneries. Du boulet, quand même, un peu, aussi. Ouais, mais Ta chronique est terminée sur Bolshoi, hein. Je suis désolé. beau rebond. Ah oui. Ah ouais, tu l'as pris au vol comme Merci, ça. ouais, comme ça. C'est nature. C'est nature. Je te la laisse. Donc du coup, cet album qui est quand même assez rythmé parce qu'on a à la fois des phases de négociation assez musclées, des phases de discussion qui s'enchaînent vraiment bien, et la fine équipe qui va venir justement aider Télémaque, qui va aider Télémaque. On va avoir donc la reine Polycaste, qui est la fille de Nestor, qui elle se casse parce qu'elle veut que Nestor veut qu'elle épouse un débile, quoi, grosso modo. Et elle, c'est une fille. Il est pas forcément futé. Oui, mais sauf que lui, il veut épouser personne, il s'en fout. Lui. Ouais, mais on sent qu'il va y avoir un. Oui, mais c'est sûr qu'elle est attirante. Après, bon, et elle, du coup, comme c'est une fille de caractère, elle ne veut pas de cette espèce de gros branleur. On a aussi un cyclope un peu costaud qui s'appelle Personne, qui va aussi les aider. Et toute cette équipe-là, voilà. C'est le fils de personne. C'est le fils de personne. C'est le fils de Personne, pardon. C'est le fils de personne. C'est le fils de Attention. Personne. Excuse-moi, c'est vrai. Et une sorte de fée verte. Oui, j'ai oublié la fée verte. Oui, c'est Éole qui leur. Éole qui leur a filé un vent pour les aider. Qui apparemment a l'air un peu casse-couille. C'est une fée verte casse-couille. C'est une équipe rigolote. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le dessin donc assez dynamique. Les décors, je les ai trouvés très jolis. Surtout les décors de ville quand tu arrives donc justement à Pylos, la ville du roi Nestor. Putain, arrêtez de faire des mouvements de tête à chaque fois que je dis un mot, quoi. Franchement, c'est relou. Ou chelou, parce que voilà, toi, je pense que tu penses à des trucs. C'est ça qui me fait peur dans ta tête. Parce qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, c'est pour ça. Les décors, voilà, sont vraiment sympas. La colorisation, et on a des couleurs vives qui font vraiment. C'est vrai que ça fait album jeunesse, mais voilà, j'ai passé un moment assez sympathique, quoi. Ça m'a bien plu. Enfin, dans mon cas. Après, dans le vôtre, les gars. Qu'est-ce que vous Il y en a des moments, pensez? ça m'a fait penser les couleurs un peu au travail c'est Battling Swords sur Fables, au niveau du ton. Belle référence. Oula, je oula. trouve Bon, après, il peut raconter t'emportes, ce qu'il Kiki. veut, hein, on n'ira pas vérifier. Donc, Je trouve que tu retrouves un peu sur les grandes doubles pages où tu as plein de personnages. Il y a une grande double page à un moment qui est très jolie. On retrouve un peu ce côté-là. À la fois pastel, mais tu sens ce côté chaud, quand même, assez péchu. Bah, c'est une très bonne BD jeunesse. C'est-à-dire que très vite, ça part dans l'action. Ça va chercher dans la mythologie, donc un môme va pouvoir s'y intéresser plus tard s'il a envie. Tu retrouves cette histoire on va créer le petit groupe de héros qui ont tous leurs qualités, leurs défauts, et qui vont devoir s'associer pour travailler ensemble, alors qu'ils n'ont pas forcément de raison de le faire d'ailleurs, hein, et c'est plutôt bien décrit à ce niveau-là. Franchement, c'est une série qui marche très très bien. Voilà, moi et ouais, un dynamisme au niveau du dessin, c'est vraiment hyper péchu et efficace. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, si je devais juste rajouter un petit quelque chose, c'est qu'effectivement, ça marche très bien pour la jeunesse, machin, etc. Moi, j'ai eu un problème. Je ne m'attache pas du tout
au personnage de Télémaque tel qu'il est Un petit con. caractérisé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le petit con par excellence. Mais alors vraiment, le dernier des petits cons. Moi, mon père, c'est machin. Moi, j'ai envie que, et je vais foutre le bordel partout où je passe, parce que j'ai décidé que j'avais une idée en tête et que je l'avais pas ailleurs. C'est le principe de la BD jeunesse, il va évoluer. Et ouais, mais alors vraiment, moi, je l'ai trouvé absolument détestable, ce gamin. Il y a aucun moment où je l'ai trouvé particulièrement attachant. Et c'est moi-même et mon slip. J'en vends mon Son disque. slip, je Ouais, mettrais pas c'est mal à vrai. En couper. même temps, il est en robe. Enfin, en Ouais, tunique. parce que c'est la Grèce quand Ouais, même. c'est la Grèce. Et voilà, bref. Il est en toujours- jupette. j'ai vraiment eu un petit peu de mal avec cette idée-là d'un personnage principal avec lequel tu as autant de mal à tisser un minimum de liens. Quelque part, des bons ou des mauvais liens, mais c'est juste que il te fait plus chier qu'autre chose, quoi, le minot. Et voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Mais sinon, pour le reste, je suis d'accord avec vous. C'est bien fait, c'est dynamique, c'est frais, la couleur est là, c'est péchu. Voilà, tout marche très bien. J'ai juste ce petit... Sauf que Télémaque a une tête à claque pour toi. Télémaque est une tête à claque. Merci pour la rime. Ok. La couve de Bolshoi et rien n'a été ratée, la couve de Télémaque est réussie. Oui. Et est bourrée d'humour, puisqu'il faut lire la première page de couve. C'est très peu fréquent, mais il faut le dire. Puisque sur la première page de couve, la fille du roi de Polycaste. Oui, Polycaste, c'est ça. voilà, se fout de la gueule de Télémaque qui s'est foutu à l'eau. Là, manifestement, il se jette dans l'eau sur la couve. Il dit mais pourquoi tu t'es jeté à l'eau, et qui lui répond je trouvais ça trop classe. Voilà, Oui, tu parles de Oui, la première. première page intérieure. Oui. c'est ça. Page de titre. Page de titre. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Page de couve? Non, Ouais. page de titre, pardon. Fais attention quand tu relèves ta BD, s'il te plaît. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. L'humour est à l'avenant de cette page de titre. Et donc c'est une série qui fonctionne bien, qui est prépubliée dans Spirou. Oui, oui. Et en plus, on a eu droit aux 48 heures de la BD pour la choper à 2 €. Ah, pas cher. Ouais, c'est pour ça. Oui, mais là c'est pas la peine Ça de était pas narguer les cher. gens puisque c'est fini. Donc, Voilà. Ouais, C'est mais fini, nous, mais c'est une nous, on bonne- l'a eu à pas cher. Non, c'est pour, Par contre, on pourra la revendre sur le bon coin vers 17-18 c'est euros. pour dire que 48 heures de la BD, vous pouvez avoir quand même quelques... Des choses qui sont bien. Ils sont pas chers. Nous passons à la suite. Parce que c'est pas cher. Sunken Rock, édition de luxe, le tome 1 et le tome 2. Je vais tout de suite faire un mea culpa. Je n'ai eu le temps de lire que la première moitié du tome 1, parce que c'est des beaux pavés. Donc mes critiques s'arrêteront là-dessus. Mais Jérôme, qui nous l'a ramené, nous l'a proposé et l'a lu en intégralité, va nous donner son avis sur cette bande dessinée de Boichi. Boichi, exactement. Boichi Arena. Elle était nulle celle-là. Donc Celui-là, il est plus cryptique. quand même, faut le Sunken connaître. Rock est une série de mangas qui est terminée au Japon, qui fait 25 tomes au total. Il a été édité par Doki Doki, la filiale donc de Bamboo et Grand Angle côté manga au début des années 2000. Ça a eu un gros succès au Japon, ça a eu un gros succès en France, et donc là il réédite l'ensemble des tomes par binôme. Donc il y aura 13 intégrales, 13 éditions de luxe. Et donc du coup vous avez compris que les éditions de luxe tome 1 et 2 reprennent les tomes 1 à 4 de l'édition normale. C'est bon jusqu'à là Couverture cartonnée et un plus grand format. Exactement. Très chouette, vraiment classe. Voilà, ça fait un bel ouvrage, ça fait un beau livre dans sa bibliothèque. Ça cale bien les meubles aussi, si vous le souhaitez. Mais Tu es toujours dans le pitch ou t'es déjà passé sur ton avis en fait? pas du tout. Ah ok. Pas du tout, parce que... Alors, Ken. Donc, quand on parle de Ken, à qui on pense, nous? Barbie. Quel survivant? Ken le survivant. Ah non, bon, Ah on me non, dit Barbie, que ça c'est marchait pas. on me demande si Sunken Rock c'est la suite de Moon Barbie Pop. J'adore. Merci Randall. Oui, mais enfin, là du coup, c'est plutôt. Mais comment peux-tu avoir cette référence, C'est ça. Randall? Alors, Ken est un adolescent japonais qui sait pas quoi faire de sa vie, qui vient de réussir l'équivalent du bac au Japon, et qui déclare sa flamme à une nana de son lycée. Barbie. Au moment où il lui déclare sa flamme, elle lui dit écoute, t'es bien brave, t'es bien gentil, je t'aime bien aussi, mais moi je me casse en Corée.
Donc, et je vais m'insérer, j'allais dire, pardon. C'est ce qu'il voudrait faire. M'engager dans la police. Donc, du coup, il trouve rien de plus intelligent ni de mieux à faire que de s'embarquer pour la Corée et de débarquer à Séoul sans avoir particulièrement de lien à Séoul. Donc, il zone en fait, hein, il erre dans Séoul, pardon, à la recherche de cette fille. Et il est témoin d'une attaque d'un commerçant par une bande de petits malfrats. Donc, il va leur défoncer la gueule parce que il sait peut-être pas ce qu'il veut faire de sa vie, mais il est très très fort en arts martiaux. Donc, il leur défonce la gueule et il est repéré par un groupe de yakuza. Alors, c'est l'équivalent coréen des yakuza. Donc, c'est pas des yakuza, ça s'appelle autrement. Des Bojo, Jobo. Ouais, oui, je crois que c'est Jobo, je crois. Mais bon, c'est l'équivalent des yakuza. Et donc, il rentre dans un clan comme ça. Et voilà le pitch. Et en fait, il va retrouver cette fille-là qui, elle, du coup, entre-temps, est rentrée dans la police. Et donc, lui faisant partie de la mafia et elle étant dans la police, évidemment, ça va créer des conflits. Alors, surtout en plus que le groupe dans lequel il rentre, il le trouve tellement balèze qu'ils lui disent de suite qu'il faut qu'il soit leur boss. C'est ça. Il va être leur boss à eux parce que franchement, le mec, il est mais trop au taquet. Et tu dis que c'est une manipulation, qu'ils sont trop intelligents, qu'il y a un surage. A priori, il y en a un qui est quand même pas trop con, quoi. Les autres, non, mais c'est quand même des mafieux de merde. C'est quand même des mafieux de merde. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est que lui, il rentre dans ce groupe de mafieux en disant « Ok, moi, je veux bien devenir chef d'un groupe de mafieux, mais c'est pour défendre la veuve et l'orphelin. » Ce qui est paradoxal, quand même, quelque part. Donc, alors, mon avis... Moi, j'ai beaucoup aimé surtout le premier tome, donc les tomes 1 et 2, enfin le premier tome de l'édition de luxe. Il y a la mise en place, il y a de très très belles scènes de combat et je trouve que Boichi est hyper doué quand il s'agit de dessiner des scènes de combat, c'est extrêmement dynamique. Franchement, il se prend un coup dans la mâchoire, moi j'ai l'impression de ressentir l'impact. Donc je trouve que c'est extrêmement bien dessiné, ça va très vite, on ressent la vitesse. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Petite pause, on me demande de montrer les pages intérieures. Alors, j'ai lu que la première moitié du tome 1, et Thierry qui a ouvert au hasard un tome, il y a certaines pages qu'on peut difficilement montrer si on ne veut pas être ban de Twitch. Parce qu'il y a de l'explicite, je m'y attendais pas. Alors, c'est interdit au moins de 15 déjà. Mais et puis je vais parler du tome 2. Alors, je peux faire de l'auto-promo après tout. Vas-y. Bon, voilà, j'ai fait une très belle chronique sur Actua BD avec des images. Donc, allez voir Actua BD et merci. Ouais. Donc vous tapez Sunken Rock Actua BD sur Google et vous tomberez sur ma chronique. Eh bien merci pour cette chronique Jérôme. Alors sinon par contre j'ai été un peu déçu par le tome 2 parce qu'à la fin du tome 1 le boss leur dit maintenant c'est pas le tout mais il va falloir qu'on s'entraîne sérieusement. Donc il les emmène sur une sorte de mont un peu isolé avec des moines tous plus foutraques les uns que les autres et ils vont suivre un entraînement paramilitaire. Et là, franchement, ça se barre en n'importe quoi. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans ces éditions de luxe, il y a des interviews de Boichi à chaque fois. Donc, il y a 3-4 pages d'interviews de l'auteur. Et il le dit lui-même. Il dit que sur la deuxième intégrale, il s'est lâché. Donc, il a intitulé d'ailleurs lui-même son interview « Rincez-vous l'œil ». Les nanas sont généralement en petite culotte. Je vous rappelle qu'il y a toujours la censure au Japon qui interdit de montrer les parties génitales. Justement, il y a une planche invraisemblable. Oui. Invraisemblable. Il y a des choses qui rentrent dans des trucs et c'est en gros plan quand même. Voilà. Il a peut-être perdu ses clés. Hein. Et la deuxième partie, le deuxième tome est quand même un peu too much par rapport à ça. Ça se barre vraiment en n'importe nawak. Après, je trouve que l'histoire aussi est quand même intéressante dans l'ensemble, avec il veut montrer des scènes d'action, il montre des scènes d'action. Il veut montrer des scènes de torture, il montre des scènes de torture. Voilà, on n'est pas dans la demi-mesure, on n'est pas sur un manga pour petits garçons, pour petites filles. On voit même des poils, hein. C'est ça, on voit même des poils.
Et donc, vrai voilà, que moi ça je me suis laissé l'excite. prendre dans l'histoire. Parce qu'au Japon, en général, ça se fait pas. Et j'aimerais bien voir ce que va donner le tome 3 de l'édition de luxe. Si on reste dans le n'importe nawak du tome 2, auquel cas je serai un peu déçu, ou si on revient dans quelque chose qui tient la route comme le tome 1, et auquel cas je vous le recommande très fortement. Azertov demande si c'est pire que le petit Paul ou le chemisier. Non, il ne faut pas exagérer Non, non plus. pas On n'est du pas tout. sur une BD de cul non plus, hein, les gars. Le chemisier non plus, t'étais pas censé être. Enfin, bon. Alors, Ouais, enfin, le chemisier, c'est un peu dérangeant quand même. Non, ça va. moi, le truc que j'ai trouvé dans Sonic Rock, je te rejoins, c'est le côté vraiment. Est-ce que je suis dans un truc de mafieux? Ouais. Ah, là, sur ces pages-là, j'y suis à donf. Ah non, attends. En fait, je suis en train de faire un film. C'est un film sur les arts martiaux. Ok. Ah, putain, non, c'est un truc social en fait. Putain, non, en fait, c'est. Attends, c'est quoi? Ah, c'est une amourette. Ok. Et en fait, tu C'est une passes. comédie. Mais tu passes de style en style et ça pète, quoi. Ça pète. Moi, je gère le premier tome, comme tu disais, je suis resté, mais je fais. C'est quoi ce truc complètement étrange que j'ai entre les mains où tu passes d'un style à l'autre. T'as le mec qui, une case précédente, c'est un peu comme un Nicky Larson, quoi. Il a la gueule qui en jette, il a le costard, paf, il est posé, quoi. Le beau gosse. Et la page d'après, il est défoncé, mais avec, tout en vrac, et tu dis, mais putain, c'est n'importe quoi, on dirait le collège fou, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais ça fonctionne. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que tu as quand même Tu vois, sur le 1, il y a une double page qui pète. tu as quand même une sorte aussi, je trouve, une grosse appréhension quand même sur le modernisme et sur la place des femmes dans la société. Parce que du coup, il est Ken et non. Ouais, je commence si, pas. il les ken. C'est exactement ce que tu viens de dire. Non, Il justement. Voilà, tu t'as Ah, fait. ça y est, vous allez tous me faire chier en fait. Donc, Ce qu'il a dit. donc Ken, justement, à un moment donné, se retrouve avec la serveuse du bar dans lequel se réunit. Tu ressens le coup de poing là? Putain, il s'en prend plein la gueule, le gars. T'as pas l'impression que tu lui as encore coupé la parole? Et là, le coup de poing, tu vas le sentir. Vas-y, Thio. Moi qui suis quelqu'un qui respecte la parole des autres, je te Putain, laisse parler. putain, qui se fout de la charité. Quoi. Donc justement, on a à un moment donné la relation avec la serveuse où c'est une femme justement donc, qui est abusée. On essaie voilà, de la prostituer. Et lui, il dit non, en fait, c'est pas possible, quoi. Et il y a quand même, je trouve, d'ailleurs, même ce gros mafieux, il y a quand même aussi un gros côté respect et tolérance, et je veux essayer de faire mieux. Alors, le début du tome 2, je suis d'accord avec toi que ça part vraiment en quenotte sur leur entraînement. J'ai eu l'impression, à un moment donné, de retrouver... c'est n'importe quoi. Le Kill Bill volume 2, c'est quand elle est dans son cercueil en train d'essayer de faire... comme ça, voilà. Tu vois. Un truc à peu près hallucinant. Mais... Après, ce qui se passe dans la ville, tu dis, ok, il pose ses coups, il essaye de faire un truc, il va en manger plein la gueule, c'est sûr, mais il fait des choses, quoi. Et je trouve que c'est assez novateur. Voilà, tu passes d'un style à l'autre, mais au niveau de l'histoire, c'est quand même super intéressant. Et au niveau du dessin, C'est de la base. mais ça tabasse dans tous les sens, quoi. C'est joli, c'est propre, c'est dynamique. Les moments où c'est un peu réfléchi, c'est joli, il y a du décor. Les moments où ça se tabasse, t'as vraiment l'impression de vitesse. Quand tu vois des petites culottes, tu vois des jolies petites culottes, quoi. Je veux dire, tout est bien fait. Voilà, c'est propre, c'est beau. Quand ils font des têtes de fou, c'est comme dans Naruto, ça part dans tous les sens. Écoute, moi j'ai pas pas Naruto, putain, c'est pas Naruto que je voulais dire. Ah non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire, le roi de la baston, Noritaka. Noritaka. Regarde le coup de pied dans la gueule, là, quand même. Je veux dire, moi, je trouve qu'on sent l'impact, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce type de La jambe, dessin. elle est pas super bien faite, hein, c'est pas très net. C'est parce qu'il y a la coupure de la page. Voilà, alors moi, qui n'ai lu que La moitié du premier tome. Voilà, donc le premier tome, entre guillemets. Effectivement, je trouve qu'il y a un mélange de genres. J'ai beaucoup de mal à savoir si c'est où il va, si c'est pas une impro totale. Et ce que vous me dites, vous aurez tendance à me conforter dans cette idée-là. Il a fini sa série, il a fait ses 25 tomes. Hein. Oui, mais est-ce qu'il a fait juste 25 tomes Au moment d'impro où il l'a totale écrit, oui, voilà, sans trop savoir où il allait, en se disant je vais juste raconter ce que j'ai envie de faire et je vais me faire plaisir. Mais graphiquement, ça tabasse. Voilà. J'ai trouvé ça sympa, mais je suis un peu largué. C'est dommage que tu te casses parce que j'aurais bien pris le temps de le finir. Par curiosité. Voilà. C'est une bande dessinée intéressante, bien foutue, qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde, ne serait-ce que pour retrouver des petits plaisirs primo. Tu parles de culotte? Je parle de baston. On peut aussi parler de culottes.
Il y a des bastons de culottes. Oui. Moi, j'ai vu que la première partie, ou pas trop culotte. Mais par Non, contre, mais clairement, la ça deuxième en fait partie, pas un c'est bouquin pour tout le culotte monde. partie. hein. Ah oui, non, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est clair que. Oui, le tome 2, c'est au début, c'est culotte partie, je suis d'accord. Mais enfin, il y a quand même des scènes qui sont chaudes quand Parce même. qu'il y a quand même une nana qui, à titre juste pour s'habiller, pour se balader en ville, quoi. Elle a juste une veste, c'est tout. Que ça. Enfin, et une culotte. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Non, parce que quand elle arrive en ville, après, elle se change parce qu'elle prend la tenue du gang. Si on passait à la Oui, suite. elle met une veste. Hein, plutôt que de parler. Ça me fait penser à une chanson de Daniel Balavoine. Harmonie, le tome 4. Quand on arrive en ville. Tisac, c'est à toi de parler. Il a le centre bourse. Tu sais que j'ai du mal à enchaîner sur la vraie chanson et les vraies paroles. Du coup, il faudrait que j'enchaîne sur... Harmonie, le tome 4. Harmonie, monsieur. le tome 4. Alors, pour essayer de replacer tout ça dans son contexte, je vais laisser faire Pierrick. Non, c'est une blague. Je suis pas du tout préparé, mais je sais que j'ai un sens de l'impro. Donc, pour rappel, les 3 premiers tomes formaient un premier cycle. Nous avions donc 3 personnages principaux, 3 enfants du nom de Harmony, Pain et Eden qui avaient développé chacun des pouvoirs spéciaux, qui le feu, qui la télékinésie, etc. Et ils étaient maltraités par une société, Sigma Corp, et ils avaient eu de l'aide de l'intérieur pour s'échapper, notamment de l'aide d'un vieux personnage dont j'ai oublié le prénom bien évidemment, mais ça va me revenir, qui est décédé à la fin du premier cycle. Et donc là, on va se situer 1 an plus tard. Ils reviennent sur la tombe de ce vieux monsieur et ils sont hébergés par l'un des gars qui était de l'intérieur, donc Barnes, qui lui-même a des pouvoirs. Et Mahatma, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, qui est la petite vieille de service, qui vient là aussi en tant que réconfort, c'est la petite grand-mère, etc. Voilà. Donc voilà, on est 1 an plus tard. Et Sigma Corp, du coup, en théorie, a été vaincu, éradiqué. En tout cas, ils s'en sont éloignés. Malheureusement, les choses ne sont pas tout à fait si simples. C'est-à-dire que ces enfants, qui évoluent maintenant dans une situation petite maison, éloignés, à l'abri, ils sont vraiment quand même très isolés. Et autant la première année leur a fait du bien, les premiers mois en tout cas leur ont fait du bien, ils étaient au calme, ils ont cessé d'être exploités, par Sigma Corp en tout cas, autant petit à petit, la grande Harmonie commence à se poser des questions. Combien de temps est-ce qu'on va rester là? On nous fait faire de l'entraînement, d'accord, mais pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Voilà, et des petits coups de fil mystérieux, etc. Donc bref, il y a une espèce d'ambiance mystérieuse, mais angoissante. Un climat un petit peu plus délétère qui commence à se mettre en place, et la relation de confiance avec Barnes se détériore grandement. Je veux pas aller trop loin dans le pourquoi du comment, parce que je veux laisser quand même une part de mystère. On est au tout début du cycle, donc je veux pas trop dévoiler. Mais voilà, on se positionne dans cette dynamique-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que très vite, ils vont se faire attaquer. Bien, mon cher Jérôme. Alors juste je vais un tout petit peu aider Jérôme, c'est que j'ai dû lui faire le pitch du 1, 2, 3 en lui passant le 4. Non, mais tu vas pas. Mais tu as lu le 4, je suis surpris que tu l'aies lu sans avoir lu le 1, 2, 3. Parce que j'ai fait un pitch formidable. Alors, t'as fait un pitch extraordinaire, mais en même temps, je pense que j'ai perdu. Je suis dans le micro. Je pense que j'ai perdu l'essentiel. Voilà, je crois qu'il ne veut pas en dire plus. La première saison, je pense que j'ai perdu l'essentiel. L'album commence par les héros qui sont dans le désert et qui cherchent quelque chose. Il y a un flashback, on revient sur autre chose, et on ne retrouve pas les personnages dans le désert. Donc on imagine que ça sera la suite, on va les revoir dans le désert plus tard, mais ce flashback reste complètement en suspens, en fait. Donc on voit pas bien le lien, enfin moi j'ai pas bien vu le lien entre le désert et le flashback, parce que j'ai pas lu la première saison, qui était sans doute formidable, parce que Harmonie, j'en ai entendu parler, même si je l'avais pas lu. Et donc, je pense que je suis passé complètement à côté de ce tome 4. Voilà, au suivant. Nouveau cycle, nouveaux enjeux. J'ai eu un peu plus de mal avec ce démarrage. Le premier Harmonie m'avait vraiment emballé. Même le tome 1, qui était quand même juste une mise en place, comme d'habitude, m'avait vraiment fait kiffer, quoi. Et là, on n'est pas à la fin. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur un nouveau démarrage. On n'est pas sur la fin. C'est la suite, quoi. Il n'y a pas de.
La coupure est temporelle. Voilà, c'est vraiment, on a fait une sorte de césure, quoi. Et, j'ai coupé là. Mais pourquoi? Pour comment? Juste parce qu'il fallait couper, c'est tout. C'est un autre cycle, mais sauf que c'est la même chose. Et Harmonie est prépublié dans Spirou. Encore. Vous êtes, on est sponsorisé par Spirou, les gars ou... C'est pour cette émission, ça change des fois. D'accord. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. Au niveau des couleurs, c'est très très bien. Je suis fan, ça tu le sais. Mais voilà. Là, si tu veux, il y a quand même la théorie du complot qui commence quand même à bien durer. À chaque fois, tirer le tiroir du nouveau complot, en fait, qui était caché dans le premier complot, qui était caché dans le premier complot, du deuxième complot. Je trouve que scénaristiquement, c'était moins intéressant que les autres. Je pense que le gros défaut d'Harmonie, c'est d'être une très bonne BD américaine avec un rythme de publication européen. On retrouve une patte graphique de Mathieu Rennes qui fait beaucoup penser aux petits prodiges du comics que j'aime beaucoup, qui vont chercher ces inspirations-là. J'ai plus de noms en tête, mais il y a plein d'auteurs, même des Canadiens, Paul Renaud, ce genre d'auteurs-là, qui sont vraiment très très bons, qui arrivent à mettre beaucoup de dynamisme, d'expressivité dans les personnages, à jouer sur des mises en page pleines d'action, avec des gaufriers complètement éclatés, quelque chose de vraiment très efficace. On retrouve tout ce côté-là. On retrouve une vitesse de narration proche de la BD américaine, mais en fin de compte, cette distance que toi t'as eue, parce que t'as pas lu les 3 premiers tomes, et moi je l'avais aussi un petit peu parce que je les ai lus il y a un moment. Bon, j'ai un gros problème de mémoire, les gens qui suivent l'émission savent que moi, s'il n'y a pas de résumé au début des tomes, ça me fait chier parce que comme j'ai le budget pour jamais de lire 2 fois la même BD, je fais plus comme quand j'étais jeune. Monsieur, je me la pète. Ouais, mais c'est ça. Sa femme a le même problème quand elle revient de vacances, parce qu'il faut qu'elle lui fasse un résumé de leur relation d'avant. Ouais. Bref, ça marche très très bien, mais ça... C'est bourré de... Celle-là, tu mets pas de copyright. J'ai très envie de m'en resservir parce qu'elle est monstrueuse. En gros, je trouve que ça... La qualité des BD américaines, sauf que il faut pas attendre un mois entre 2 tomes, il faut attendre 8 mois, 1 an. Et que... t'as ces cliffhangers, t'as ce rythme, t'as ces petites billes qui sont posées sur les passages dans le passé, sur le fait qu'il y ait un lien mythologique au niveau des personnages. Sauf que les liens mythologiques, on les a depuis les premières pages du tome 1. Et elles sont revenues en force à la fin du tome 3. Voilà. Mais, voilà, c'est des petits trucs qui sont mis, et toi, tu vas te souvenir des tomes précédents du récit global des scènes d'action, on va dire, et tu vas oublier tout ce qui a été instillé dans l'histoire, parce qu'il y a trop de temps entre les tomes. Et c'est un peu le défaut. Je pense que ça sera une bande dessinée qui méritera d'être lue en intégrale, en fait. Voilà. En bref, n'achetez pas la version comme ça, attendez la version de luxe. Non, mais je vous rejoins. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais avec cette problématique, effectivement, de relecture et de repositionnement dans l'histoire. Je me suis permis, en fait, de relire ce que j'avais préparé sur le tome 3 pour savoir précisément où est-ce qu'on en était, parce qu'en plus, j'avais pas les bouquins avec moi. Donc, pour pouvoir me repositionner. Et effectivement, très vite, ça revient, parce que l'air de rien, le tome 4, comme le disait Mathieu, c'est vraiment la suite. Oui, c'est un autre cycle, parce qu'il y a une césure d'1 an. Mais en réalité, c'est la suite, c'est vraiment dans la lignée parfaite du tome 3. La séparation de cycle, je m'en suis souvenu, parce que je l'ai lu dans la chronique. Mais sinon, à la lecture de l'histoire et du scénario de ce tome 4, on sent pas le début d'un nouveau cycle, pas du tout. Mais du coup, le tome 5 nécessitera peut-être pas une chronique. Non, ce sera de l'Express. On en verra sans doute un Express. On verra, à moins que... Waouh, mais voilà, par contre, ceci étant dit, moi je trouve qu'il y a beaucoup de révélations dans ce tome 4. Il y a beaucoup d'éléments. Tu parlais de système à tiroir. C'est vrai, c'est un système un peu éculé, mais en même temps qui fonctionne très bien. On a repositionné dans la ligne temporelle un personnage méchant extrêmement important pour la suite, à mon avis. Voilà, je trouve que le scénario a beaucoup avancé, même si effectivement c'est une suite. On n'est pas sur un nouveau cycle, à mon sens. C'est une suite, et une suite qui est très riche, bien faite, bien remplie, bien dessinée. Pour moi, le contrat est rempli. Bon, et les auteurs, faites gaffe, parce que quand vous êtes sur la voie des bulles dans l'Express, quand vous passez dans l'Express, c'est que vous êtes dans l'antichambre de l'oubli. Donc, faut remonter le niveau pour repasser dans les chroniques, oui, sinon vous êtes foutus. Je vous rassure, parce que on a une certaine bande dessinée de zombies qui continue à
À être en express depuis toujours ou presque. Hein, Non. Tiens, d'ailleurs, et on en il y est a au tome d'a- 254. D'ailleurs, il y a un gros voilà. spoil. On peut le dire ou pas? Non, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas parce que je le sais, je l'ai lu par hasard. Mais c'est pas par hasard, c'est sur tous les sites internet. Ben, Ah justement, oui, c'est parce que si Internet disent de la merde qu'on va le faire aussi. Donc ouais, du coup là, Il y a un gros spoil. il y a un le gros spoil. prochain, a priori, ce sera pas en express parce que là, il se passe mais l'événement cataclysmique de la mort, quoi. Oui, enfin, faut On peut attendre- rester sur faut Harmonie. quand on même va- attendre que ça franchement, soit traduit en français quand même. Si, pour on une va fois faire- qu'il n'y a pas un tome de cette merde qui est au programme, on va pas en plus en parler. Hein. Oui, arrêtons de parler des BD de Kirkman, passons aux express. C'est vrai. Excuse-moi, pardon. Et de quoi Voilà, tu nous c'est parles le numéro 23 par Robert Kirkman. Robert Kirkman. Numéro 23, non mais franchement... nous avions, pour rappel rapide, Mark Grayson est un jeune qui a son père qui est un des plus grands super-héros de la Terre, qui découvre que lui aussi a des super-pouvoirs en devenant adulte, et qui découvre que son père en fait fait partie d'une race de méchants qui veulent contrôler le monde. Mais Les son père- Viltrumites. Voilà, mais son père devient gentil, ils se réconcilient, ils vont lutter. C'est une saga, c'est une vraie saga de super-héros très bien construite qui va puiser un peu dans toutes les histoires de super-héros, de l'ado qui va apprendre à utiliser ses pouvoirs, des histoires de famille quand ils grandissent. On retrouve tout ce qu'on a pu avoir dans les Spider-Man, sauf qu'au lieu de le faire sur 60 ans dans Spider-Man, C'est en bien. ils te le font sur 10. Ils limitent. Il y a un petit côté aussi Dragon Ball, je crois, dedans. Des fois, ouais, sur C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Et Queen. Aussi. Oui. Oui, le méchant, c'est Freddie Mercury, quand même. Tout ça parce qu'il a une moustache. C'est la moustache. Pardon. Ouais, voilà. Je suis désolé. C'est Freddie vraiment- Mercury. Ouais, c'est la moustache et c'est la fourrure. Voilà, c'est Freddie Mercury. Non, mais Freddie Mercury en méchant, quoi. Ouais. Enfin, Bref, Freddie Mercury, ouais, il Mais est bouqué, quand comme, même. comme si tous ceux qui avaient une petite moustache carrée, c'était des Hitler, quoi. Enfin, vraiment. Bref, pour revenir sur l'histoire, Mark s'était retrouvé projeté dans le passé, dans une autre continuité temporelle, où il avait toute sa connaissance et il pouvait essayer de sauver le monde. Sauf qu'il vient d'avoir une petite fille et il décide de revenir dans sa continuité plutôt que de sauver le monde pour rejoindre sa famille. Sauf Ça, que... c'est du super-héros qui a tout compris. Ouais, attends, quand on est obligé de partir dans les continuités spatio-temporelles et les voyages temporels, c'est que vraiment le scénariste n'a plus rien à dire. Oh non, il a des choses à dire. Sauf qu'il revient 5 ans après. Sa fille, il ne l'a pas vue depuis 5 ans, entre sa naissance et ses 5 ans. Donc, 0 plus. voilà, il a un peu... ouais, Mais Il quand a- il la retrouve, en fait, elle fait déjà 1m80 et. il a un peu Alors ça, c'est merdé. son autre frère. Parce qu'il est un demi-frère d'une race Ouais, extraterrestre bref, qui on grandit est dans vachement l'express, vite. vos gueules les gens. Il s'est passé beaucoup de choses vis-à-vis de sa femme, hein, qui a un peu continué à vivre en son absence. Qui, elle aussi, est Et une surtout, super-héroïne. ta gueule, et surtout vis-à-vis des super... oui, c'est pas un principe. Surtout vis-à-vis des super Elle s'appelle méchants Atom Eve. qui veulent revenir, les Viltrumites, qui Et se elle sont est fait bonne. éclater la gueule, et qui... Casse pas le matos, toi. On voit Non, qu'il se non, casse. putain, arrêtez quoi, mais sérieux. Bref. Les gosses, vous sortez, s'il vous plaît. Heureusement qu'on les a mis loin. Hein. Allez jouer sur l'autoroute. Merci. Voilà. Bref, nouveau conflit, nouvelle façon, sachant que sur la Terre, un super méchant a réussi par une forme de tyrannie à créer une paix mondiale qui marche. Et ça pose des problèmes éthiques. Bref, Invincible, ça reste toujours aussi prenant. On approche de la fin, il reste juste un cycle pour finir. J'ai très hâte de lire ça, et ça ne sera sans doute pas un express, je pense, pour les 2 prochains tomes. C'est toujours aussi sanglant ou pas? Oui, c'est toujours aussi Ah bah, gore. c'est le fond de mais- commerce. Mais c'est surtout bourré d'émotions, des relations Alors, entre les personnages si sont je puis me super bien permettre, travaillées. sur ce tome-là, on a le retour quand même des premiers dessinateurs Oui. et coloristes. Oui, on a Cory Walker qui revient sur le dessin. Putain, c'est sympa comme express. Franchement, ça va vite, quoi. Ouais. C'est bien. Au fait, faut continuer à le lire ou pas? Oui, il faut continuer, c'est de la bombe. Ok, Voilà. super. Bon, eh bien, je crois que c'est le moment de Il y a nous des enfants qui quitter. ont du goût ici. Voilà. C'est le moment de nous quitter, de Ils se ont dire au bon goût. revoir. À bientôt. Ouais. Oui, merci. Pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir écoutés. Ciao les gens. N'hésitez pas à Mais on a été rapide aujourd'hui, non? relativement. N'hésitez pas à nous donner des sous sur Tipeee, ça nous fait toujours vachement plaisir. Ça nous permet d'acheter le matériel que Jérôme casse. Des sous, des sous. Et on se retrouve dans quelques minutes pour les gens en live pour la dernière émission de Jérôme. Voilà. Et dans quelques semaines pour les gens pas en live pour toujours la dernière émission de Jérôme. Allez, au revoir, ciao ciao. N'hésitez pas à mettre des commentaires, Ciao. des pouces bleus et tout ce qui est cool sur les réseaux sociaux. Des pouces bleus qui coulent. Ouais, Bye donc, bye. cool. C'est sympa ça. Le pouce bleu.